Bonjour à tous, c'est Pierre pour une nouvelle vidéo sur la vie trépidante de Napoléon III. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, et si la vidéo vous plaît, aimez-la, partagez-la pour faire connaître la chaîne, et n'hésitez pas à vous abonner et à activer le bouton d'alerte pour les nouvelles vidéos. Son heure est arrivée. Après des décennies d'exil, de conspiration, de prison, d'études en prison, de correspondance et de propagande, au sens propre du terme, le prince Louis-Napoléon est de retour en France. Le 24 septembre 1848, il quitte l'Angleterre et rejoint la France. Il s'installe à Paris, place Vendôme, bien évidemment. Il adopte alors un comportement modeste. Il décourage les foules qui l'acclament à son arrivée à l'Assemblée, et d'après l'historien Éric Anseau, il s'installe discrètement au milieu du groupe des républicains modérés, sans trop se faire remarquer. Doublé de son fort accent étranger aux consonances suisses-allemandes, il fait alors un premier discours maladroit à la tribune. De nos jours, Louis-Napoléon serait régulièrement interpellé sur Facebook pour sa mauvaise pratique parlementaire. Il siège très peu, de peur de parler maladroitement. Il vote seulement quand il n'a pas le choix pour ne pas se compromettre, et d'après certains, dont Victor Hugo, médisant, il ne vient que pour toucher ce qu'on appellerait aujourd'hui son indemnité parlementaire. En réalité, il n'est pas à l'aise au Parlement, et il vise bien plus haut. L'Assemblée a pour mission de donner à la France une constitution. Promulguée le 4 novembre 1848, son inspiration première, ou en tout cas la plus apparente, vient de la Constitution des États-Unis d'Amérique. Et pour cause, pour la première fois dans notre histoire, la France va être gouvernée par un président de la République. Ce président est élu pour 4 ans au suffrage universel, masculin, et ne peut se représenter immédiatement après le terme de son mandat. Il doit laisser passer 4 ans avant d'avoir le droit de se représenter. Il s'agit d'un système monocaméral. Le président a face à lui une seule assemblée, composée de plus de 700 députés qu'il ne peut pas dissoudre. De son côté, l'assemblée ne peut pas révoquer le président. En cas de désaccord, c'est alors le blocage assuré pour les institutions, car elles mettent face à face deux pouvoirs, exécutif et législatif, tous deux légitimés par le suffrage universel, et qui ont un pouvoir égal. Une lourde bataille parlementaire s'engage alors, car beaucoup redoutent une élection du prince Louis-Napoléon. On tente d'amender la Constitution pour faire élire le président par l'Assemblée. On met en place un serment de fidélité pour le président, et on tente même d'interdire aux membres des anciennes familles régnantes de se présenter à la présidence de la République. Évidemment, le seul membre d'une ancienne famille régnante présent qui pourrait se présenter est Louis-Napoléon, qui est donc directement visé par cet amendement. J'ignore s'il s'agit d'une véritable maladresse ou d'un coup de génie, mais il se défend alors très maladroitement par un discours ridiculisé par ses opposants, et il passe alors, clairement, il faut bien le dire, pour un abruti fini. Les membres de l'Assemblée se disent alors qu'il n'est pas bien dangereux, et rejette l'amendement à une très large majorité. Le 26 octobre 1848, suite à de nombreuses rumeurs, il annonce à l'Assemblée sa candidature à l'élection présidentielle. Il n'est pas le seul. Le favori est le général Louis-Eugène Cavaignac, le boucher des journées de juin, alors chef du gouvernement. Celui-ci se lance pour les républicains modérés et plaît beaucoup aux partisans de l'ordre, mettons-le au centre droit. Vient ensuite, plus à gauche, républicain plus radical ou socialiste modéré, Alexandre Ledru-Rollin, ancien membre du gouvernement provisoire. Lui aussi s'est compromis dans la répression de juin. Plus à gauche encore, chez les socialistes avancés, le docteur François-Vincent Raspail se présente contre Ledru-Rollin, qu'il estime ne pas être un véritable socialiste. L'ancien chef du gouvernement provisoire, le poète Alphonse de Lamartine, pense être élu haut la main et se présente lui aussi. À l'extrême droite, chez les légitimistes avancés, les monarchistes, c'est le général Nicolas Changarnier qui se présente. Enfin, pour la droite modérée, un puissant groupe se forme, réunissant des orléanistes, partisans de la monarchie des Orléans, des républicains conservateurs et des légitimistes, partisans plutôt, eux, des Bourbons. On appelle ce groupe la Réunion de la rue de Poitiers, du nom de l'endroit où ils se réunissaient. Ce groupe prendra par la suite le nom de Parti de l'Ordre. Leur but étant, tout simplement, le maintien de l'ordre en place. L'expression est d'ailleurs passée dans le français courant, on l'emploie encore de nos jours. Il s'agit d'une expression plutôt péjorative pour décrire ceux qui ne veulent pas que les choses changent. Et bien entendu, je ne vise personne.
Le chef du parti de l'ordre, Adolphe Thiers, n'aime pas Cavaignac, et le groupe décide alors de soutenir un candidat qu'ils pensent pouvoir manipuler ensuite à leur guise, Louis-Napoléon Bonaparte. D'après la légende, Thiers aurait alors dit de Louis-Napoléon « c'est un crétin que l'on mènera ». En vérité, Louis-Napoléon est surtout un excellent comédien, qui fait souvent semblant de ne rien comprendre, qui a l'air mou et indécis, ceci dans le but d'endormir la méfiance de ses opposants. Il est donc finalement choisi un petit peu comme homme de paille. L'élection a lieu le 10 décembre 1848. Entre-temps, Louis-Napoléon et Persigny mettent en place un véritable modèle de campagne politique, la première du genre. La propagande bonapartiste bat son plein, proposant un programme qu'on qualifierait aujourd'hui de populiste ou démagogique. Alors peut-être que tout n'était pas réalisable, mais au moins cela montre que les bonapartistes avaient bien compris les problèmes et les attentes de chaque catégorie de Français. Surtout, la campagne ne dure qu'un mois, et les Français qui habitent au fin fond de la campagne du 19e siècle ne savent pas du tout qui peut être Ledru-Rollin ou le docteur Raspail. En revanche, il y a un nom qu'ils connaissent bien, c'est celui de Bonaparte. Il est établi par la majorité des historiens que son nom a, certes, joué un rôle dans son élection, certains allant jusqu'à croire que Napoléon Ier était de retour, mais qu'il ne s'agit pas de la raison première de son triomphe. En réalité, après 3 révolutions, après 1848 et les journées de juin, après la succession de 3 régimes politiques en moins de 20 ans, les Français veulent de l'ordre, les Français veulent la paix. Et qui pourrait incarner au mieux l'ordre que le neveu de l'empereur? Il fallait donc un vote utile en faveur de l'ordre, et les 2 favoris deviennent alors le général Cavaignac et le prince Bonaparte. Un choix, comme le dira alors George Sand, entre le sabre sanglant de l'Algérie et l'épée rouillée de l'Empire. Quelques jours avant l'élection, Louis-Napoléon est désormais le grand favori. Tous les contemporains en sont certains, il l'emportera. Mais la question qui se pose alors est avec combien de voix? Car si l'élection à un tour ne donne pas de majorité absolue au vainqueur, alors l'Assemblée désignera le président. Cela pourrait entraîner des soulèvements populaires ou bonapartistes tout du moins, les partisans de Louis-Napoléon voyant que leur candidat a été éliminé alors qu'il avait remporté l'élection. On se demande aussi si Cavaignac acceptera sa défaite, si les socialistes se tiendront tranquilles. Bref, le nom du vainqueur est déjà connu, mais on attend de voir dans quelles circonstances. Les campagnes françaises vont alors mettre tout le monde d'accord. Le vote massif du monde rural en faveur de Louis-Napoléon va le faire triompher. Dès le 12 décembre, après une participation impressionnante de 76%, sachant qu'il faut parfois prendre sa journée pour aller voter à pied au village voisin à l'époque, les premiers chiffres sont connus. Champgarnier, le monarchiste, arrive bon dernier, avec moins de 5000 voix sur 7,5 millions. Lamartine se ridiculise, les socialistes se portent sans grande conviction sur Ledru-Rollin, Cavaignac est deuxième, avec seulement 20% des voix. Louis-Napoléon Bonaparte reçoit 5,5 millions de voix sur 7,5 millions de votants, autrement dit 74,5% des voix. Ce n'est plus une élection, mais un véritable plébiscite en sa faveur. Le 20 décembre 1848, le prince Louis-Napoléon Bonaparte entre à nouveau à l'Assemblée, cette fois-ci pour prêter serment. En présence de Dieu et devant le peuple français, représenté par l'Assemblée nationale, je jure de rester fidèle à la République démocratique, une et indivisible, et de remplir tous les devoirs que m'impose la Constitution. Il fait ensuite son premier discours présidentiel. Mon devoir est tracé, je le remplirai en homme d'honneur. Nous avons une grande mission, fonder une république dans l'intérêt de tous, sans être réactionnaires ou utopistes. Soyons les hommes du pays et non les hommes d'un parti, et Dieu aidant, nous ferons du moins le bien si nous ne pouvons faire de grandes choses. Il se dirige alors vers Cavaignac, lui serre la main, puis quitte l'Assemblée nationale pour sa nouvelle demeure, le palais de l'Élysée. À 40 ans, Louis-Napoléon devient le premier président de la République française. Et voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Celle-ci d'ailleurs ne sera pas des moindres, puisqu'il s'agira d'une vidéo sur le meilleur ami, le confident, le fidèle des fidèles, Victor de Persigny. Nous commencerons ainsi une série de vidéos annexes qui nous permettront d'enrichir
l'entourage de Napoléon III et de mieux comprendre le fonctionnement de cette période. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager et à faire connaître la chaîne. Comme toujours, on se sépare sur une citation. Comme disait Napoléon III, le monde a l'habitude de faire de la place à l'homme dont les paroles et les actions montrent qu'il sait où il va. Si une chose est certaine, c'est que c'est le cas de Persigny.